Donc maintenant, Stéphanie Charpentier, responsable du site du Pont Transborder, qui est avec nous, donc qui s'est présentée au début de la séance, va pouvoir vous présenter. Nous allons faire un petit entretien à deux. Stéphanie, vous êtes avec moi? Oui, je vous entends bien. Très bien. Merci pour d'avoir accepté de témoigner sur cette séance. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter le site du Pont Transborder en quelques mots, s'il vous plaît? Alors, je travaille sur le site du Pont Transborder, qui est le dernier de France. Il appartient à l'État, c'est un monument historique. Ah, je vais partir, ça y est, je me vois. Bonjour à tous. C'est un site de visite historique, touristique et culturel qui est en fonctionnement depuis 1994. Il date de 1900, le monument, qui est un peu spécial, je vais vous le présenter. Il a été remis en service touristique en 94. Il est géré par la CARO, la communauté d'agglomération Rochefort-Océan, pour le compte de l'État depuis 2002. Voilà, donc on a commencé une mise en tourisme et une mise en accessibilité depuis le moment où on a repris en main le monument. Pour vous présenter le site, en fait, il s'agit de plusieurs endroits. On a un 3 en 1 par rapport aux illustrations que vous montrez. Donc, on a bien le pont Transborder que vous voyez. Il relie deux rives. On est ici sur l'estuaire de la Charente, entre les communes de Rochefort et d'Échillé, en Charente-Maritime. On est à 20 km de l'embouchure de l'estuaire Fourras-Port-des-Bacs, l'île d'Aix. Et donc, c'est une nacelle qui relie les rives pour les néophytes, parce que je comprendrai, parce c'est vraiment le dernier transborder de France. On en a eu 6 dans notre pays. Et donc, on a aussi une maison du transborder que vous voyez en illustration sur la rive d'Échillé. C'est notre centre d'interprétation. On propose des expos permanentes et temporaires. Et donc, vous voyez la petite illustration, enfin, on a les abords du monument. On a créé une zone tampon privilégiée pour aborder le monument, partager ces paysages assez exceptionnels. Voilà, donc en termes de fréquentation, peut-être rapidement resituer un peu le site de visite. On a ouvert pendant juste 3 mois l'année dernière parce qu'on sortait d'une grande opération monumentale de restauration de l'ouvrage. L'État a injecté, j'ai peur de le dire, mais je vais le dire quand même, 23 millions d'euros. C'est comme le Grand Palais à Paris, c'était sa deuxième grande opération nationale depuis plusieurs années. Il a souhaité le remettre en état et lui retrouver son aspect authentique. Donc, démontage complet du tablier, c'était une première en France, voire dans le monde. Changement des câbles, remise en peinture, enfin voilà, 4 ans de fermeture, donc on est en pleine réappropriation des lieux. Donc, on a pu ouvrir en juillet 2020 pendant 3 mois entre les deux confinements. En fait, on a dû fermer le 29 octobre et on a pu accueillir 84 000 personnes sur la nacelle, 36 000 à la maison du Transborder, et c'est aussi un site très fréquenté aux abords. Il y a plein de boucles locales de découverte. Très bien. Effectivement, je me souviens, j'avais eu le plaisir d'auditer le site juste avant la fermeture d'octobre. Alors, qu'est-ce qui a incité ou donné l'idée de mettre en place l'écolabel, l'ANF Environnement sur le site? Et quels étaient vos objectifs? Parce que le site avait participé à la rédaction du référentiel. Voilà, quels étaient vos objectifs? Pourquoi y êtes-vous allée, Stéphanie? Alors, la première motivation, c'était mettre en place une démarche qualité et puis faire moteur aussi au niveau du territoire Rochefort-Océan. On avait commencé notre démarche qualité par la mise en accessibilité pour tous. On avait travaillé sur les 4 déficiences. Alors déjà, ça avait challengé l'équipe, une dizaine de personnes investies sur le site, dans la médiation, l'interprétation et l'accueil. Voilà, c'était l'idée de faciliter aussi. S'inscrire dans un label, c'est avoir des critères mesurables, on a un cadre en fait, et ça nous permet de savoir d'où on part, comment on fonctionne. C'était ça l'objectif de mettre dans une démarche environnementale qui soit évaluable pour voilà, pouvoir mesurer nos progrès, nos marges de progression aussi, parce que c'est vrai qu'on savait qu'on en avait, mais on voulait vraiment cibler, identifier là où on devait faire des efforts. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, voire des freins à la mise en place de cette démarche?
Alors, on était plutôt partant à la base, vu que plutôt à l'initiative de la création de cette marque, NF Environnement 526. Moi, je dirais les freins, pas vraiment de freins. Après, ça dépend de ce sur quoi, enfin, avant la mise en place de l'ANF, on avait des toilettes sèches, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que ça, par exemple, il y a des sujets où c'est plus délicat parce que c'est vrai que ça fait appel à des choses qui sont pas forcément développées sur les sites de visite où on accueille beaucoup de public. Mais ça, c'est anecdotique. Moi, je dirais que les freins, c'est plutôt le fait de nous d'être en écosystème, d'être très motivés et de dépendre d'autres services, d'être un service parmi beaucoup d'autres au sein d'une grosse structure qui est la communauté d'agglomération. Mais au contraire, on a fait des petites boules de neige et on a pu développer nos critères et les faire partager et créer une adhésion auprès d'autres services. Les freins, c'est peut-être la complexité. On parlait des 104 critères. Mais une fois qu'on les maîtrise, qu'on a tout organisé au niveau du suivi administratif, c'est tout simple. D'accord. Alors, après les freins, est-ce que vous avez constaté des bénéfices, des apports pour votre organisation et est-ce que vous avez eu des bonnes surprises auxquelles vous ne attendiez pas? La motivation de l'équipe, en fait, le fait de mettre en avant la démarche, surtout en interne, c'est vrai qu'on communique pas forcément énormément sur cette démarche environnementale. Euh, on a par ailleurs le label Grand Site de France pour le coup, et c'est plus sur ce label-là que nous communiquons. C'est plus en interne, en fait, quand on accueille du personnel saisonnier, par exemple, où on peut sensibiliser, on a vraiment on a une garantie et c'est une obligation, en fait. Dès qu'on a une marque, on doit défendre et la défendre tous les jours, en fait, au quotidien. C'est éteindre les lumières. Enfin, ça se retrouve un peu dans tout notre environnement quotidien au travail. Et bah, le challenge, c'est de plus communiquer cette année encore auprès du public par rapport à l'existence de ce label. Voilà, en fait, j'ai oublié la question, je crois. Est-ce que vous avez eu des surprises? Les surprises. Par les motivations du personnel, vous parlez, voilà, est-ce que vous avez parlé aussi de l'effet boule de neige auprès d'autres services, notamment au niveau des achats, si mes souvenirs sont bons? Voilà, les achats. Donc maintenant, nos critères sont repris notre politique d'achat est reprise par notre magasin général qui alimente toute la structure de la communauté d'agglomération. On a eu d'autres sites qui se sont éco-labellisés. Le camping municipal et puis l'auberge de jeunesse aussi est allé dans une démarche environnementale. Et ça a fait, oui, ça crée un impact. On est en contact avec l'aquarium de La Rochelle il y a quelques jours. Voilà, donc je pense que ça fait, c'est tous ces efforts-là qui font que on va vers une démarche de plus en plus responsable dans l'accueil des visiteurs. D'accord, merci. Et alors, pour terminer quand même, de quelles actions en particulier voudriez-vous nous parler, s'il vous plaît? Alors, ben, je vais rebondir sur la petite image de l'écran. On voit une sculpture, c'est la sculpture d'Hélène Hughes qui représente la douceur de vivre. C'est le nom de la sculpture. On a mis en place, donc pour accompagner le chantier de l'État qui était un gros tournant pour nous parce qu'on a arrêté de faire fonctionner la nacelle qui reliait les deux rives. Donc, on a mis en place tout un parcours avec une nouvelle liaison fluviale pour permettre de continuer à avoir ce franchissement du fleuve. On a mis en place un parcours pédagogique, le Sentier des Guetteurs. C'est constitué de 19 totems sculptures où on délivre en même temps une interprétation des lieux paysagère, pédagogique. On donne beaucoup de médiation sur le patrimoine autant naturel que sur l'ouvrage technique. Et puis, ça nous permet de parler de la démarche environnementale, de la fragilité du site. On est en zone naturelle fragile, classée Natura 2000. Et donc, ça permet de parler de biodiversité, de paysage, de tout ce que nous devons faire pour respecter les lieux. Et donc, ça s'appelle le Sentier des Guetteurs. Donc, c'est de part et d'autre des deux rives. Et on peut, comme ça, inciter les visiteurs à être plus respectueux. Donc, c'est vrai qu'on a un site assez respecté dans le sens où on a un restaurant à moins d'1 kilomètre rapide.
de vente à emporter, voilà, on pourrait être victime de ça. Et pour le coup, c'est vrai que ça incite les visiteurs à, voilà, respecter les lieux et puis à se rendre compte voilà, du paysage, du grand paysage qui l'entoure. Ça serait une des actions un peu caractéristiques et ça nous permet de communiquer sur l'environnement.